Bonjour et shalom pour cette nouvelle édition de notre magazine hebdomadaire Israël au Moyen-Orient, Israël au cœur de sa région, avec aujourd'hui un sujet en diagonale, j'allais dire, et une question de fond. Où va le peuple juif? Tendance et perspective. Pour en parler, à mes côtés dans le studio, Yael David, enseignante, conférencière et doctorante au département des études juives et hébraïques de l'Université de Strasbourg, bien que vivant à Jérusalem. En fait, on sait que dans la tradition et dans le corpus de ce qu'on j'appellerais la sagesse juive, existe très tôt le souci et la préoccupation de la relation entre le peuple hébreu présent sur sa terre et ceux des Hébreux, on dira plus tard ceux des Juifs, qui vivent en diaspora. Cette dichotomie, voire cet écartèlement Israël-diaspora, se retrouve en fait cité et directement pris en charge par le texte de plusieurs prières, notamment la prière des 18 bénédictions, ce qu'on appelle la Hamida, qui est récitée 3 fois par jour debout par les juifs religieux. Et puis il y a aussi dans ce qu'on appelle le Birkat Hamazon, la prière récitée après le repas, où celui qui vient de manger remercie le Créateur par avance de, je cite, nous ramener la tête haute vers notre pays. En hébreu, ça donne chez Yolichenu, le'artzenu bekomemiut, le'artzenu. Et puis aussi dans les prières du Rosh Chodesh, le jour donc de la néonomie, le renouvellement du mois lunaire. Alors, afin d'illustrer notre propos, nous avons le plaisir de vous faire voir quelques extraits des certains mini-interviews éclairs réalisés par Esther Esti-Gerber, qui a tourné à ce jour quelques 200 interviews de ce genre, soit de personnalités juives, soit d'inconnus, juifs ou non juifs, auxquels elle a toujours posé la même question. Pour vous, c'est quoi être juif? Voici donc un premier extrait de la réponse qu'a donnée à cette question le photographe Danny Cohen. Ouais, c'est d'être attaché à un livre. En fait, on existe grâce à un livre. Dans un sens, ce livre, il y a une géographie, il y a un Dieu, il y a un peuple. Et ce peuple existe grâce à ce Dieu il existe grâce à ce peuple. Il y a une géographie, ça se passe ici. Être juif, c'est un état d'esprit. Et c'est pour ça qu'Israël est un état d'esprit, en fait. Parce que être juif, c'est d'avoir une relation avec le livre, qui sont des lois, et que tu t'efforces à faire tous les jours, sans être spécialement religieux. Le judaïsme, ce n'est pas une religion, à mon avis, c'est un esprit. Et il faut avoir un esprit juif où ton quotidien, c'est le judaïsme, c'est la circoncision, c'est le Shabbat, c'est manger kasher. Et je suis mêlé à cet esprit, mêlé à ce livre, qui est un livre fantastique, qui nous a fait venir ici, qui nous a donné des lois qu'on respecte plus ou moins. Et donc le judaïsme n'est pas une religion, est un esprit, et c'est pour ça que Israël est un état d'esprit. Voilà Daniel Cohen qui s'exprimait sur sa conception, sa définition d'être juif, d'identité juive. Alors, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, Yael, que vous travaillez aussi en mission pour des conférences et des interventions dans les communautés juives au nom du ministère de la diaspora israélienne. Et donc, vous allez nous dire qu'est-ce que c'est que ce ministère et pourquoi il porte le nom de la diaspora, pourquoi on l'a créé. Parce qu'il y a toujours, je le citais tout à l'heure, il y a toujours ce lien et cet intérêt réciproque entre les juifs qui sont centralement maintenant presque majoritairement en Israël et la diaspora. D'abord, merci, shalom. Et je vais tout de suite rebondir sur les définitions qu'a données Danny Cohen d'être juif. Il a bien parlé d'une dimension livre, loi, géographie, et il n'a pas parlé du sujet qui nous préoccupe, qui est le peuple juif. Et c'est peut-être aussi à contre-courant des tendances révolutionnaires israéliennes qu'on peut entendre ces dernières années quant à l'histoire du peuple juif, où est né le peuple juif. Je ne citerai pas ces auteurs. Par contre, je pense que, voilà, vous avez cité par exemple la prière. Alors, dans la prière, on parlait de galoute. Et nos sages, quand nous, on prie dans nos prières et qu'on se tourne vers le peuple juif 3 fois par jour dans la Hamida, et puis dans le Birkat Hamazon, et puis comme vous l'avez dit, à maintes et maintes fois, on parle du peuple juif, nos frères en dehors d'Israël, donc d'une galoute, et cette galoute a une connotation, bien entendu, de punition, d'éloignement, d'exil au sens négatif du terme, non pas une
une diaspora. C'est le mot qui va venir dans l'histoire qui va venir plus tard et qui va parler de diaspora, qui veut dire dispersion. Donc déjà, il y a moins le doigt accusateur. C'est-à-dire que comme nous, Juifs, on parlait de galoute vis-à-vis de nos propres exils, les peuples qui nous ont reçus, entre guillemets, se sont délectés de cette idée que si nous-mêmes on se voyait en exil, on pouvait nous mettre le doigt accusateur, la preuve que Dieu était en colère contre ce peuple-là, et d'où ce qui en a découlé. Mais en fait, il faut savoir que la notion même de galoute, c'était dans les premières années du sionisme, et puis à la création de l'État d'Israël, jusqu'aux années, on va dire, 80. Après, c'est devenu plus du tout politiquement correct. On n'emploie plus du tout le mot galoute. Galoute, Gola, c'est la même chose. Oui, c'est l'exil, c'est partir, c'est s'éloigner. Et donc, c'est plus du tout un mot à la mode, si j'ose dire. Diaspora. Et puis, il y a eu une tentative. C'est un mot grec, ça, diaspora. Oui, qui veut dire dispersion. Mais après, on a eu une tentative de parler de Amiout. Pourquoi ? Parce qu'on a un rapport, et c'est ça qui nous intéresse dans notre rencontre aujourd'hui, c'est d'essayer de parler du rapport qu'il y a entre Israël, la diaspora Israël. C'est un fait ancien, on le voit déjà à l'époque biblique, quand une partie des tribus vont s'installer de l'autre côté du Jourdain. Pas tout le monde va rentrer en Israël. Ensuite, on le voit au premier exil de Babylone. On voit que le peuple juif, une partie va se trouver en terre d'Israël, une partie va se trouver en dehors. Et quel est le regard de l'un par rapport à l'autre ? Quelles sont les relations entre les uns et les autres ? Et donc, il y a eu une tentative moderne d'essayer de créer un nouveau terme. Alors, comment on m'a dit la semaine dernière, j'ai donné cette conférence, on m'a dit peut-être qu'on pourrait dire en français peuplarité. C'est-à-dire, en fait, ça n'existe pas. Peoplehood en anglais. En anglais, peoplehood. En hébreu, amiyut. Ça vient du mot am. Donc, essayer de créer non plus eux et nous, Israël, diaspora. Mais peut-être. Et tout d'un coup, on a vu parler des Kehilot. On va essayer de voir où se trouve le peuple juif aujourd'hui. Et on a parlé des Kehilot presque en imaginant qu'Israël est une communauté, la plus grande, mais une communauté parmi les communautés. Alors, le ministère de la diaspora là-dedans. Alors justement, donc ça peut paraître bizarre à nos auditeurs d'entendre qu'Israël s'est doté de la même manière qu'elle a un Ministry of Foreign Affairs, des ministères des Affaires étrangères, elle s'est dotée d'un ministère des Affaires de diaspora. Donc avec la spécificité juive. Et finalement, si je pousse plus loin la comparaison entre les deux ministères, il faudrait qu'Israël ait des ambassadeurs vis-à-vis des communautés juives, un téléphone rouge par lequel on pourrait communiquer en cas de danger réciproque ou de besoin de prise de décision. Israël, c'est quand même défini comme étant l'État juif. Je rappelle que le livre d'Herzl s'appelait « L'État des Juifs ». Mais en disant qu'Israël est un État juif et démocratique, s'il se veut être représentant de tous les juifs, et on voit que beaucoup de juifs en dehors d'Israël se mêlent de la politique et du financement de l'État d'Israël. Donc, il doit y avoir un rapport entre ces deux entités. Est-ce qu'elle était dans le passé considérée comme Israël au-dessus, les communautés en dessous ? Puis, c'était Israël au centre, les communautés autour. Et est-ce qu'aujourd'hui, Israël ne fait pas partie des autres communautés ? Sachant qu'il y a un regard sur Israël, positif ou négatif, on va en parler, c'est ce qui Mais alors vous, nous inquiète. Vous êtes une de ces ambassadrices du ministère de la diaspora, puisque vous sillonnez l'Europe. Je ne suis pas une vraie ambassadrice officiellement, mais en tout cas, il y a un projet de 40 communautés à travers le monde, avec des gens qui partent d'Israël pour des petites communautés, pour aller à leur rencontre, les renforcer et les aider à trouver des contacts. Et on se rend compte, évidemment, de l'isolement des petites communautés qui sont même pas en contact entre elles. Même pas en contact entre elles. Et qui sont encore moins en contact avec le peuple juif. Les gens ne savent pas où sont les juifs sur la planète. C'est impressionnant de savoir le désintérêt pour le peuple juif, alors que c'est une des valeurs. Je reprends juste cette mantra « Am Israël, Torah Israël, Eretz Israël ». Alors, Am Israël, où on en est ? Ouais. Voilà. Et donc, ces petites communautés, ce qui les caractérise, parce que j'ai aussi participé à certaines délégations de terrain, c'est qu'en fait, c'est des gens qui se retrouvent le Shabbat, finalement. Et encore. Faut savoir que rien que pour la France, par exemple, où on compte à peu près 520 000 juifs, on ne voit apparaître que 50 à 100 000 juifs maximum. C'est-à-dire que 20% sont concernés, même s'ils sont comptés. Et je ne vous parle pas du chiffre que pourrait représenter
les gens qui sont concernés par leur identité juive, qui dépasse le million d'après les statistiques. Alors comment ça évolue ces rapports qui sont théoriquement j'allais dire de fraternité, mais qui sont des fois des rapports très tendus entre Israël et la diaspora? Alors bon, il y avait depuis des années, c'est pareil, c'est aussi une originalité de l'université israélienne. On a un département dans nos universités qui s'appelle Yahadut Bat Zmanenu, Am Israël Beyamenu. Et alors, on a des recherches qui sont faites. La judéité de nos jours. Ouais, non, oui, le peuple juif. Ah, le peuple juif, il ne faut pas avoir le mot du mot. D'accord. Avoir du mot non, peuple. On est un peuple. Voilà. Non, c'est pas il y a doute. Là, pour le coup, c'est essayer de savoir où on est le peuple juif, comment il se définit, son identité. Voilà, par exemple, vous avez... je vous parle de l'université, par exemple, hébraïque, où depuis des années, professeur Sergio de la Pergola, démographe alarmiste, s'inquiète de la disparition du peuple juif. Il y en a qui appellent l'assimilation la Shoah blanche oui. Ou la Shoah silencieuse. Et par exemple, si vous regardez les chiffres concernant le peuple juif, je crois que moins que les juifs, je pense que ce qui est intéressant sur la carte que vous pouvez peut-être voir, je ne sais pas, sur vos écrans, sur cette carte, on voit plutôt la répartition géographique du peuple juif. C'est ça qui m'intéresse plus que les chiffres. Les chiffres, on va en parler, la démographie. Mais vous voyez que, par exemple, l'Afrique, à part l'Afrique du Sud et une petite communauté au Maroc, une toute petite communauté en Tunisie, il n'y a plus de juifs sur tout le territoire africain, le continent, tout le continent. On a quelques communautés, vous voyez, 320 000 juifs, 324 000 juifs en Amérique du Sud. On a bien entendu plus de 6 millions de juifs en Amérique du Nord. Et on a, vous voyez, en Europe, des petites communautés qui se comptent quelquefois par milliers, même pas dizaines de milliers. La plus grosse communauté étant la France. Et puis, on a cette question du contact entre ces communautés. Alors, il y a des organisations qui se sont proposées déjà, au 19e siècle, on voit naître partout à travers le monde des unions, des alliances. Voilà. Et donc, le premier, ça sera le Bnei Brit, qui va se créer à New York. Et puis après, en 1843, c'est la première institution internationale juive qui suit le mouvement des institutions internationales. On est d'accord, c'est une mouvance mondiale et s'inquiète du bien-être des Juifs. On l'avait personnellement avec le baron de Rothschild, avec Montefiore, mais ça, c'était des activités personnelles. Et puis, au 19e siècle, milieu du 19e siècle, on a des organisations. Ça se fédère. L'Alliance israélite universelle va s'inquiéter aussi du bien-être des Juifs en promouvant l'éducation pour sortir les Juifs de la misère. Avec Herzl, on va avoir le premier congrès sioniste mondial qui va réunir des Juifs difficilement autour d'une idée politique. Mais c'est un vrai travail d'aller au-devant des communautés et de les faire rencontrer. Ces gens ne rencontrent pas. Et c'est des Juifs à travers le monde qui, on le sait par les Sheilot ou Tshuvot, des rabbanim qui s'écrivent, des voyageurs... Meforad, Meforad, et puis finalement, cette notion de âme, elle n'est pas tellement dans l'identité. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de rabbins qui, dans leur prêche, parlent du peuple juif. Non, c'est ça, on est peuple, mais on est plutôt dispersé et égrené comme un puce qui n'est pas en contact. Je crois qu'on s'occupe surtout de soi. Voilà. Donc, il y a une solidarité. Malheureusement, dans chaque moment de crise, on voit qu'il y a une solidarité. Israël a renforcé cette solidarité puisqu'elle a aussi amené une certaine sensation peut-être de sécurité pour la diaspora. Donc, quand Israël est touché, la diaspora fatalement se sent touchée et on a connu, ça change, c'est pour ça que c'est intéressant de parler du rapport qui vient d'être édité. Voit qu'il y a alors bon, avec la création des... Ce rapport, vous ne m'avez pas dit, c'est le rapport donc, dressé par un institut de l'université hébraïque et à la tête duquel se trouve entre autres Denis Strauss, mais aussi le professeur de la Pergola. C'est un rapport annuel qui s'intitule... Non, alors ça, c'est pas de l'université hébraïque, je remets les choses. C'est non gouvernemental, mais c'est l'observateur officiel pour le gouvernement israélien. Le partenaire, et puisque je vous ai parlé des relations Israël-diaspora, et aussi pour la mise en garde vis-à-vis
des communautés de diaspora. Ils font un rapport annuel depuis 15 ans. Donc, il vient d'être édité le nouveau... Et comment s'appelle cet organisme? En anglais, c'est JPPA. JPPI, ça veut dire The Jewish People Policy Institute. Il remet un rapport tous les ans, depuis, comme je vous l'ai dit, 15 ans. Et chaque année, on compare d'une année à l'autre. Donc, je ne vais pas faire avec vous les comparaisons de la... Non, bien sûr, mais parce que je voulais juste, avant que vous en arriviez là, parce que vous avez parlé de la carte, peut-être qu'on abordera ça, on peut en parler maintenant, je crois, c'est qu'il y a quand même dans cette carte une tendance bien claire, c'est qu'on est presque arrivé à l'époque où la majorité du peuple juif se trouve en Israël. Et donc les rapports Israël-diaspora sont aussi influencés et connotés par ce centre de gravité israélien qui, aujourd'hui, recoupe presque la moitié des Juifs du monde. Et donc, il y a aussi, je dirais, un poids et un déterminisme qui est très prégnant. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de communauté israélienne, communauté de dispersion. Mais en termes je dirais, de prospective, on en parlera peut-être tout à l'heure, le centre israélien est déterminant aujourd'hui. Non seulement il est déterminant, mais il a un impact qui lui coûte aussi. C'est-à-dire que les communautés regardent Israël, par exemple, pendant des années, je parle simplement des fonds qui étaient levés pour Israël dans les communautés, 40% restaient dans les communautés, 60% partaient en Israël pour créer des projets et développer le pays. Il y a quelques années, tout le monde a tiré le signal d'alarme en disant non, on ne peut plus vous donner tellement d'argent parce que nos communautés vont à la perte et on est en train de diminuer. Et c'est devenu combien alors ce pourcentage aujourd'hui? Alors, je crois que ça s'est d'abord inversé 60-40. Et puis maintenant, je crois que c'est par projet. Il y a des communautés qui disent exactement ce qu'elles veulent donner à Israël. Il y en a qui osent admettre qu'elles ont besoin d'Israël pour se développer. Ça aussi, c'est quelque chose. Alors, il y avait, oui, mais alors Israël avait aussi un rapport très paternaliste, sioniste, qui va tout expliquer à la diaspora. Ça a fatigué les communautés aussi, qu'Israël savait tout. Et puis qu'à chaque fois, on débarquait dans les communautés comme si... Et puis finalement, on envoyait des émissaires qui repartaient. Donc, on les laissait avec leurs problèmes. On venait, on donnait un grand coup de blush et c'était reparti dès que les gens partaient. Donc, ce système a aussi évolué maintenant. Et puis, il y a beaucoup d'Israéliens quand même qui ont quitté le pays. On parle de 6,3% d'Israéliens qui vivent en dehors d'Israël. Donc, tout d'un coup, Israël s'est dit, c'est dommage. On a une autre population que la population... Quand on parle du peuple juif, quand on parle des communautés, bien souvent, les Israéliens en diaspora ne font pas partie des communautés. Donc, on a des chiffres qui s'ajoutent. On a une vraie évolution très intéressante. Ce que je propose, c'est qu'on regarde le deuxième... Oui, puisque finalement, notre question sous-jacente, c'est qu'est-ce qu'être juif? Je suis née en Israël et je vis en France. Je ne suis pas pratiquante et pourtant, l'identité juive me colle à la peau. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, je pars avec ma caméra à la rencontre des juifs et non-juifs. Je leur demande de me répondre en 1 minute à cette question qui m'obsède. C'est quoi être un juif? Le peuple élu, qui est un concept qui est souvent mal interprété et considéré par les non-juifs quelquefois comme l'expression d'une prétendue supériorité, ce qui n'est absolument pas le cas. Je ne me sens pas supérieur aux non-juifs, je me sens simplement plus heureux d'être juif. André Neher a écrit un livre qui s'appelle « Le dur bonheur d'être juif ». Être juif, c'est souvent un dur bonheur, et je pense quelquefois avec mes émotions, mes grands-parents sont morts à Auschwitz, je pense qu'il a dû y avoir des moments où les juifs, en entrant dans les chambres à gaz, maudissaient ce dur bonheur d'être juif. Mais il n'en reste pas moins que quels soient les avatars de l'histoire, je considère que d'avoir la tradition que nous avons et le patrimoine que nous avons, et je dirais d'une certaine manière, la double culture que nous avons nécessairement, fait de nous des êtres complexes, quelquefois déchirés, mais en tout cas d'une richesse incomparable. Voilà, je pense qu'il y a un proverbe yiddish qui dit « Es schwer zu sein ein Yid », qui veut dire « c'est difficile d'être juif », mais je pense que c'est quand même très intéressant de l'être. Alors pourquoi vous aviez entre autres choisi cette thème, Yael? Pourquoi? D'abord parce qu'on voit quand même à travers l'interview de Josie Eisenberg que
D'abord, le rattachement à la Shoah, qui reste encore très marqué dans l'identité juive du peuple juif. D'aujourd'hui, oui. D'aujourd'hui, mais on va vers où ? On peut se poser la question quand on voit les réactions de l'évolution de la jeunesse américaine. On peut vraiment se poser des questions par rapport à ça. Qui tourne le dos à Israël, en quelque sorte. Ouais. Alors, en fait, si je dois reprendre Josie, lui, contrairement à ce qu'on a entendu chez Daniel, lui, quand même, il apporte une autre dimension. Il parle d'un peuple, il parle d'une appartenance à quelque chose de plus grand. C'est pas moi et les mitzvot, c'est pas moi et ma terre, c'est quelque chose, c'est une dimension supplémentaire. Je pense que c'est dans l'interview d'Alain Finkielkraut où il dit être juif, c'est être. Si je devais me présenter devant mes grands-parents ou mes ancêtres, je devrais pouvoir être fier de porter cet héritage qu'ils ont voulu transmettre. Donc il y a une volonté de transcender le temps par rapport à cette idée du peuple juif. Et quand on a un rapport annuel qui vient et qui nous donne des chiffres et qui met des alertes et des points. Alors justement, je pense que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Il se trouve sur Internet. Oui, si vous voulez le trouver. C'est ce qu'il y a derrière nous. On ne voit pas très bien, mais vous allez nous le commenter. Peut-être si on peut mettre le graphique à l'image. Voilà. Voilà, donc c'est sur le site Internet GPPI. Je sais pas quoi. Et vous cherchez le rapport annuel. Il est en anglais, il est en hébreu. Je vous ai juste traduit. Vous voyez, il y a 5 compteurs qui sont régulièrement mis à l'épreuve de l'année précédente. Et si vous remarquez, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais en tout cas, au niveau identité, démographie, géographie et ressources, on est dans des comment on appelle ça, des aiguilles qui se superposent. Et il y a une alerte qui est donnée au niveau des relations. Vous voyez l'aiguille bleue et on va vers une problématique avec l'aiguille rouge entre 2018 et 2019. Et on a une vraie alerte par rapport aux relations entre le peuple juif. Il faut préciser que 2018 est en bleu et 2019 est en rouge. Donc, quand ça superpose, ça veut dire que le problème est resté stable. En l'étape. Et par contre, il y a le problème qu'on voit ici sur ce graphique, c'est la deuxième hémisphère qui se trouve à droite. Je marque relations. Voilà, c'est relations. Et là, on voit que en 2019, il y a une dissension. Voilà. Alors c'est pas une distinction, ce sont des questions. Premièrement, je crois que une des plus grosses inquiétudes, c'est même par rapport à ce que les scientifiques appelaient les vagues d'antisémitisme. C'est-à-dire que depuis la Shoah et jusqu'à peut-être il y a 15 ans, on trouvait que l'antisémitisme faisait partie d'une certaine tradition, qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter, que ça montait, ça descendait, etc. Je pense que maintenant, on a compris avec les États-Unis, et c'est ce rapport qui met en exergue ce problème. Cette crise, en fait. Oui, mais bon, alors l'antisémitisme en Europe, on en parle tout le temps. Il n'y a pas de problème. On connaît l'affaire Halimi, on connaît les affaires Halimi en France. On a toujours parlé de l'antisémitisme en Europe de l'Est. On a toujours pas. Seulement, à partir de maintenant, on a une vraie sonnette d'alarme par rapport à l'antisémitisme qui monte aux États-Unis. On a une vraie question scientifique de comprendre comment, 70 ans après la Shoah, l'antisémitisme non seulement a relevé la tête, mais se renforce et est inquiétant. Si vous regardez, il y a 74% de plus d'actes antisémites en France de l'année passée à cette année. Donc, on doit se poser des questions. Il y a d'autres questions qui se posent par rapport à Israël. Israël a des relations, par exemple, avec un pays comme la Hongrie. Le peuple juif regarde Israël en dehors d'Israël, regarde Israël comme d'un très mauvais œil. Pourquoi un pays comme Israël garde des liens avec un pays comme la Hongrie, sachant ses tendances politiques et racistes et antisémites. Et donc, on a des moments où le peuple juif risque de nous tourner le dos. Par exemple, on dit dans un rapport IFOP de cette année IFOP, l'Institut de sondage français, oui. Oui, ça a été publié, je pense, dans Marianne en février 2019. 9 étudiants sur 10 en France ont été victimes d'antisémitisme. Ouais. Dans l'année. Alors, justement, parce que j'ai lu ce rapport, c'est victime d'antisémitisme, ça veut dire être insulté, être menacé,
éventuellement être agressé, Des gestes, menacé aussi. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, et il y avait un des titres qui disait « Les actes antisémites recensés ont augmenté de 74% en 2018, d'Internet au mouvement des Gilets jaunes, des universités aux cités des banlieues, le phénomène s'étend. » Voilà, c'est une des conclusions et Israël est au courant de ça. Qu'est-ce qu'Israël peut faire pour aider pour la lutte contre l'antisémitisme alors que nous-mêmes, on est comme tout le monde, on est observateurs et pour l'instant, on pensait aussi qu'on était dans ce système de vagues, donc on savait que ça allait remonter, rebaisser, etc. Aujourd'hui, vous avez au département, à l'Organisation sioniste mondiale, vous avez un département qui s'occupe de l'antisémitisme. Au ministère de la diaspora, vous avez des aides pour lutter contre l'antisémitisme. C'est un vrai sujet. Et quand je vous dis que 9 étudiants sur 10 en France ont été victimes d'antisémitisme, on peut se poser des questions sur l'avenir de la communauté. C'est déjà une communauté vieillissante. C'est une communauté qui s'assimile. Et maintenant, on voit aussi que les jeunes, surtout avec la mobilité qu'implique aujourd'hui un étudiant, ne pense pas à terminer sa carrière en France. Donc, la communauté, c'est un vrai risque pour la communauté. Or, Israël regarde les communautés, non pas comme un réservoir humain pour l'Alia, mais au moins un réservoir humain pour le peuple juif. Et donc, ça, c'est aussi inquiétant que ce qui est très alarmant aux États-Unis, c'est qu'on est en train de perdre la jeunesse estudiantine. Alors, j'allais vous demander pourquoi. Parce que, alors, il y a des méli-mélos, des mélanges. Par exemple, une des conclusions qu'on voit ici, enfin, des analyses qu'on voit dans ce rapport, c'est par exemple que il y a beaucoup, sur les campus, beaucoup de propagande pro-palestinienne et de boycott. Les jeunes Américains ne sont plus capitalistes comme leurs grands-parents bien installés aux États-Unis et ils ont ces tendances de gauche, extrême gauche, et ils rejoignent très facilement et ils tournent le dos à Israël. Et on rajoute à ça un pion très important, c'est que la proximité de Donald Trump avec Bibi Netanyahou, l'État d'Israël, et je parle juste rien que si on écoute le discours de Trump hier, les fait encore plus, comme ils haïssent Trump, ils haïssent aussi les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis, et ils haïssent Israël à cause de la relation entre les États-Unis. Il y a une donnée de fond qui est décelée par le rapport, mais qui est une donnée transversale, c'est que ces jeunes juifs américains se sentent, surtout américains, sont intégrés d'une manière jusqu'au-dessus des cheveux dans l'univers culturel et je dirais civilisationnel américain, et qu'ils perdent leur repère juif. Oui, alors ça fait partie peut-être plus des questions qu'on pose toujours à De la Pergola. On lui dit, mais quand tu comptes, tu dis qu'il y a 14 400 000 juifs au monde. C'est quoi pour toi un juif ? Né de mère juive, sentir juif, appartenir à une communauté. Est-ce que c'est la définition halachique ou... Alors les juifs américains, ils sont comptés, même si le judaïsme libéral n'a pas prouvé qu'il était fructifiant et grandissant. Et donc, il va à sa propre perte. Et d'un autre côté, beaucoup de cette jeunesse, je ne parle pas de la jeunesse orthodoxe qui va à Yeshiva University, mais les autres, ceux qui se sentent Jewish et qui fréquentent des communautés, qui le sont peut-être... Ceux-là sont en train de tourner dos à Israël, mais il suffirait d'un rien pour que, par exemple, j'imagine, si Donald Trump forçait demain Israël à s'asseoir à une table des négociations, on reverrait cette jeunesse se tourner vers ce mouvement de paix. Parce que ce positionnement est causé par je dirais, la synergie de plusieurs facteurs. Et donc il suffit qu'il y ait un indicateur qui change et ça inverse. Alors maintenant, on arrive à sauver, parce que c'est ça le truc. Ça. Pour l'instant, on parle de la perte. Alors, et quand on parle de perte, on parle aussi de perte financière, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça engendre beaucoup de choses. Oui, c'est-à-dire que les ressources, ça veut dire que la situation économique et le... Alors Israël a été construite quand même par des dons. Si vous allez dans n'importe quel hôpital, université, vous verrez que la majorité des dons viennent des États-Unis. Si la nouvelle génération tourne le dos à Israël, encore une fois, je ne parle pas que en termes d'Alia. Oui. Mais si on ne peut plus compter sur eux non plus, je crois qu'Israël a compris déjà, et à un bon moment,
que les ressources étaient, grâce à Dieu, je veux dire, on se porte bien. Et il y a beaucoup aujourd'hui, quand vous allez dans un stade, vous voyez des noms israéliens. Et les stades portent le nom des donateurs. Et vous voyez qu'il y a l'argent aussi en Israël. Mais c'est quelque chose qui doit nous inquiéter. Alors, parlons justement des tendances à venir, parce que dans ce rapport qui est annuel et dans notre discussion, on essaye de voir ce qu'il en est depuis un an et ce qui était avant, mais surtout des projections. Alors, qu'est-ce que donnent ces projections ? On pourrait se demander, j'avais vu une autre étude où plusieurs démographes, au plan démographique, mais il n'y a pas que ça, mais disons au plan démographique, j'avais lu une étude conjointe qui avait été publiée il y a à peu près un an par le JPPA, mais aussi d'autres organismes. Il y avait plusieurs démographes où ils avaient établi 3 hypothèses. Une hypothèse basse, moyenne et haute, enfin pour aller plus vite, dans laquelle justement on mesurait le rapport Israël-diaspora. Dans l'hypothèse basse, alors il faut dire aussi pour comprendre ça, c'est que ce sont des facteurs, il y a 2 facteurs qui influeront sur, qui sont d'ailleurs répertoriés ici. C'est le facteur de la sécurité, la situation sécuritaire au plan mondial et au plan des différents pays concernés, mais aussi de la situation économique. Et donc, en fonction de ce qu'on pourrait imaginer, et de ces 2 variables, il y aura une hypothèse basse qui verrait Israël en 2050, parce que là on parle de l'horizon pas 2021. En 2050, on va réunir à peu près 13,5 millions de juifs, soit 65%. Ça, c'est l'hypothèse basse. L'hypothèse moyenne, Israël 15 millions en 2050, toujours. 15 millions de juifs avec 73% du peuple juif. Et l'hypothèse haute, c'est-à-dire si ça va très mal au plan économique, très mal au plan sécuritaire, il y aurait 18 millions d'Israéliens, 90% du peuple juif sera en Israël en 2050. Oui, alors on a cette tendance, mais on n'a pas que ça. Il faut prendre en compte, personne n'est devin, heureusement d'ailleurs. Oui, mais par exemple, en disant simplement que l'antisémitisme monte aux États-Unis, si les Juifs européens se sentent menacés, ils ont toujours l'option Israël ou ailleurs. Si avant, ailleurs, c'était l'Amérique du Nord, et si l'antisémitisme monte là-bas, Israël redevient de facto une option. Ouais. On voit l'Asie, par exemple, où il y a de plus en plus de communautés juives qui n'ont même pas d'histoire là-bas et qui commencent à se développer. Une synagogue à Dubaï, on ne sait pas vers où on va. Des accords de paix avec des pays arabes de la région, peut-être que ça développerait aussi une nouvelle diaspora à l'est d'Israël, on ne sait pas. Mais c'est sûr qu'au niveau démographique, moi, j'ai des chiffres à peu près semblables, mais faut savoir que la femme juive est très fertile. Si je vous montre là, juste entre nous, ça, c'est tous les pays avec la fertilité. Le pays numéro 1, c'est Israël. Oui, au niveau de la femme israélienne, mais pas la femme juive, parce que par ailleurs, même Della Pergola et ses équipes ont établi que le taux de fertilité et de fécondité des femmes juives dans les grands pays occidentaux était inférieur aux moyennes de ces mêmes pays. C'est-à-dire que, à part dans les milieux très orthodoxes, où c'est Bnei Brak, dans certaines rues de Paris, ou à Sarcelles, mais le fait est que la population juive ne se reconduit pas en diaspora. Et on dit aussi ce chiffre que vous connaissez comme moi, c'est que 2 enfants sur 3 qui naissent dans le peuple juif naissent en Israël. Oui, et donc la femme, la moyenne de la femme juive en Israël, s'il faut 2,3 pour considérer qu'une population augmente, elle est de 4, quelque chose. Parce que, alors on peut dire bien sûr, il y a les femmes arabes, mais là je parle des femmes juives. Même la femme chilonite, qui se définit comme ça, elle fait plus d'enfants Absolument. Que la moyenne générale. Donc il y a une idée déjà de la fertilité. Il ne faut pas oublier qu'en Israël, il y a 74% de juifs. Le reste sont non-juifs. Et la démographie arabe baisse un petit peu, mais malgré tout est là. Donc on risque sûrement de maintenir ces chiffres. Et il y a une autre tendance qu'il faut prendre en compte qui doit intéresser aussi les communautés de diaspora. C'est toujours dans ce compte-rendu qui a mis plus ou moins religieux 2 axes. Un axe de religion sur un axe d'appartenance à la nation. D'appartenance à la nation, mais je parle des Israéliens. C'est ça. D'accord ? Et on voit que 55% des Israéliens ont une tendance à devenir plus nationalistes et plus religieux. Si on s'intéresse juste aux religieux,
On a une poussée, on a 72% de la population qui est en tendance religieuse. De tradition, de revenir à la tradition. Et on a 70% de plus en plus nationalistes. Donc ça, c'est une tendance à prendre en compte. Non pas parce qu'on est en période politique maintenant, mais c'est aussi quelque chose que les juifs de diaspora sont obligés de prendre en compte de leur identité. Et si, par exemple, les religieux ne se sentent plus, sentent qu'ils ne peuvent plus évoluer dans leur judaïsme, dans les communautés à cause de discrimination, c'est clair qu'Israël va être une réponse pour eux. Et dans la démographie d'Israël, il va falloir prendre en compte que c'est possible que la communauté orthodoxe, qui déjà on parle de 4 enfants par femme en Israël, mais chez les orthodoxes, c'est 7,1. Donc, avec l'arrivée d'une masse... et ça crée aussi des problèmes à l'intérieur des communautés de diaspora. Mais en Israël aussi, parce qu'il va falloir gérer cette alia. On le voit en micro-segments, j'allais dire. L'alia des dernières années, l'alia de ce qu'on a appelé la génération Citruc, c'est-à-dire des juifs orthodoxes de France, avec leur style spécifique, qui s'installent dans certains quartiers, comme celui de Beit Vegan, à Jérusalem et ailleurs. En fait, c'est pas une alia sioniste comme on l'a connue. Elle est très... Les gens viennent en Eretz, ils disent d'ailleurs pas Eretz Israël, encore moins Israël, et ils deviennent pas toujours citoyens d'ailleurs, ils ont une période de transition, et donc ça crée aussi, ce sont des éléments d'identité que l'État d'Israël doit apprendre à gérer. Mais je vais vous donner un autre exemple. Vous prenez l'exemple des Juifs de Londres, enfin des Juifs d'Angleterre. Certains ont bougé, il y avait des écoles juives, mais la communauté ultra-orthodoxe a grandi tellement vite qu'aujourd'hui, ils ont besoin de ces écoles, ils ont besoin de récupérer, alors que les autres communautés se sont plus ou moins vidées. Et il y a un vrai problème économique à l'intérieur des communautés. Personne aujourd'hui n'est prêt à prendre en charge ces gens. Donc, si ça se trouve, ils vont arriver en Israël malgré eux, parce que c'est le seul endroit où ils pourront vivre leur sionisme, pas leur sionisme, leur judaïsme. Et donc, on risque d'avoir une société israélienne. C'est très intéressant. On parle de 20 millions d'habitants, tout compris, en 2055. Où on va les loger ? Quand est-ce qu'on se met à construire ? Je veux dire, c'est une vraie... c'est très intéressant parce que quand on se projette dans le temps et qu'on voit le peuple juif, c'est possible que demain, on ait des communautés à l'Est et très à l'Est, avec une nouvelle diaspora du côté de l'Asie. Mais... si tout le monde vient en Israël, Israël doit être prêt. Enfin, 35 ans, ça laisse quand même le temps de... Il faut le temps de construire. Le temps de construire et le temps surtout de vouloir construire. Il faut connaître le câblan israélien. Une dernière chose, Yael, ça fait partie des jolies perles que vous avez engrangées dans vos parcours, dans vos missions auprès des communautés. Pour le ministère de la Diaspora, vous avez créé avec un rabbin, je crois, mais avec d'autres gens, une page Facebook qui est ce qu'on appelle un groupe privé qui s'intitule « Je crois que j'ai des origines juives ». Pourquoi ? Et c'est pour finalement essayer de rendre contact avec les gens qui ne font pas partie des 20% qui s'activent dans les communautés, c'est-à-dire ces 100 000 juifs sur 500 000, mais d'essayer de glaner les 400 000 autres. Ah non, c'est même pas les 400 000 autres. Là aussi, on est en train de monter un projet ces jours-ci pour justement essayer de voir comment on touche ce deuxième cercle. On va dire le premier cercle, c'est ceux qu'on connaît, qu'on a déjà vu au moins 3 fois dans leur vie, on les verra passer, c'est les 100 000. Après, il y a les 400 000 autres qu'on ne connaît pas pour la France. Qui sont intéressés, qui sont involved, comme on dit, engagés dans les activités communautaires. Et après, vous avez tous ces gens qui, quand vous vous baladez en France avec une kippa, s'approchent de vous. Voilà, j'ai un grand-père juif. J'étais à Brive-la-Gaillarde il n'y a pas longtemps. Une femme veut se faire enterrer comme juive. Elle peut difficilement prouver qu'elle est juive. Sa mère a été assassinée pendant la Shoah. Et des gens qui sont en quête de leurs racines, et ils savent qu'ils ont des racines juives. Et j'ai l'impression qu'il y a très peu de mains tendues. Et si on écoute Dov Maimon, on pourrait parler peut-être d'1,2 million ou d'1,5 million de personnes concernées. Alors, ce qu'on appelle la loi du retour, ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont juifs, mais ce serait peut-être quand même les meilleurs ambassadeurs du peuple juif en France. Et donc, si des gens se sentent juifs parce qu'ils savent qu'il y a peut-être même un secret de famille, mais qu'ils veulent en parler, alors on a créé avec le rabbin Sultan ce forum de Grenoble. Ah, de Grenoble. De Grenoble, et avec d'autres personnes qui se joignent à nous maintenant. Et c'est une page qui a été ouverte la semaine dernière et qui
qui fleurit rapidement parce que les amis de mes amis sont juifs et ça fait beaucoup de monde, beaucoup de gens. Rappelez-nous son nom, cette page, donc Facebook, groupe privé. Je crois que j'ai des origines juives. Je crois que j'ai des origines juives. Voilà. Alors donc c'est une perspective intéressante. On pourrait encore longtemps deviser parce que faire le point sur ce qu'est le peuple juif et ses perspectives, c'est un sujet à la fois passionnant et très riche. Je vous remercie Yael d'être venue et puis on vous dira de revenir pour soulever d'autres lièvres comme cela. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés beaucoup. et à la semaine prochaine. Shalom, shalom.